Bonjour, ici Jenny. Bonjour, ici Claire. Bienvenue dans l'univers Franzine, un podcast qui sillonne la Suisse. Vous écoutez des témoignages retraçant des parcours aussi bien personnels que professionnels afin de mieux comprendre le quotidien en Suisse. Notre engagement, proposer des partages enthousiasmants et inspirants et devenir votre média de proximité. À vos écoutes pour l'épisode de la semaine. Bonjour, aujourd'hui je reçois Pierre Assouline dans Franzine. Alors Pierre est de passage à Zurich pour donner une conférence à la chaire de littérature française de l'ETH. Et donc j'en ai profité, n'est-ce pas, pour le contacter et avoir un petit peu sa vision sur les sujets qui nous intéressent dans Franzine, les sujets d'identité, d'expatriation, le dire de l'exil, les mots pour le dire. Et en général aussi revenir sur les temps forts de votre carrière. Donc évidemment, vous avez une relation assez forte avec la Suisse. Oui, c'est une relation personnelle, professionnelle, privée, un peu tout, et de voisinage aussi, même, parce que j'habite Paris. D'accord. Je crois qu'on vous appelle même le Suisse du Goncourt. Je sais pas, oui. Il y avait déjà un Suisse du Goncourt avant moi, qui était François Nourricier, qui avait d'ailleurs une maison dans le Valais, je crois, qui venait beaucoup en Suisse et qui était devenu l'ami de Jacques Chessé. Je pense même qu'il avait été l'artisan du Goncourt de Jacques Chessé. Et voilà, puis maintenant il n'est plus de ce monde, c'était un ami, j'aimais beaucoup. Mais on parlait de la Suisse d'ailleurs. Mais moi je vis en Suisse depuis l'âge de 14 ans, quand je me suis cassé la jambe à Leukerbad en skiant. Parce que vous êtes très sportif. Oui. Mais ça, c'était pas prévu de me casser la jambe. Donc, effectivement, vous avez aussi écrit quelques ouvrages ici. J'ai vu qu'il y a un lycée valaisan qui a mis un de vos livres au programme cette année même, c'est La Cliente. Oui, il y a plusieurs années, ça a été le cas dans l'ensemble des lycées du Valais, et avec La Cliente. Et j'étais venu leur parler aux lycéens pendant une semaine. C'était très sympathique, une très belle expérience. Oui. Et vous venez régulièrement aussi pour les alliances de oui, à françaises l'invitation de Zurich, de Berne. Oui, en fait, je viens beaucoup pour écrire tranquillement dans la montagne. J'ai des amis qui me prêtent leur résidence dans différents endroits que je tiens secret. Et puis, je viens depuis longtemps à la Société de lecture de Genève. J'ai enseigné à Genève. Ici, là où nous sommes, c'est-à-dire à l'École polytechnique fédérale de Zurich, j'ai fait un séminaire pendant 6 mois sur Georges Simenon. Et puis, par amitié, j'ai aidé des ferventes de lecture et de littérature de Collonges-Bellerive, qui se trouve au-dessus de Genève, à monter un festival il y a 3 ans, qui marche très très bien, dont je suis, d'après elle, le président à vie. Alors j'en suis ravi, et c'est honorifique. Et j'y vais à chaque fois, ça s'appelle le Festival du Lac, et ça se tient fin mai, début juin. Et c'est un salon du livre, un festival du livre formidable. Absolument. Bon, alors vous avez compris que nos sujets, justement, sont franco-suisses, sont sur ces questions d'identité. Les auditeurs sont souvent des expatriés. Alors on se pose souvent la question, est-ce qu'on est expatrié ou immigré ? Parce que certes, c'est frontalier, on est dans la modernité, l'espace Schengen, je ne parlerai pas d'Europe. Est-ce que vous sentez qu'il y a une grande différence culturelle ? Alors, sur le plan sémantique, c'est toujours important parce que quand on utilise les mots pour désigner des choses qu'on croit communes, souvent on engage davantage que le mot, on engage du sens, on engage beaucoup de choses. Moi, je ne dirais pas immigré, parce que le terme immigré, aujourd'hui, désigne bien d'autres choses. Expatrié, c'est un terme officiel. Moi, j'ai une fille qui est expatriée à Singapour. Après avoir été expatriée à Hong Kong, elle est toujours française. Et ses enfants sont français. Donc, c'est un terme faute de mieux. Parce qu'on ne change pas de patrie. On n'abandonne pas pour autant. Mais on va dans une autre patrie. Si on dit exilé au sens propre du terme, c'est pas vrai, parce qu'on passe pas on va pas dans une île exilée. Tous ces termes sont un petit peu, insatisfaisants. Et donc, je dirais, moi, expatrié. Et en même temps, parce que immigré, vous comprenez,
on est quand même dans un espace européen. Même si la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, c'est un espace européen. En passant de la Suisse à la France, et parfois même en restant à la frontière, en étant frontalier au sens propre du terme, on ne peut pas dire qu'on change de civilisation. Pas du tout. On change de pays, oui, on ne change pas de civilisation. Très souvent, on garde les mêmes mœurs. Et donc, voilà pourquoi il n'y a pas de rupture. Ça n'a rien à voir avec la transhumance immigrée d'un continent à l'autre. Vous avez aussi un autre terme qui est d'ailleurs le titre d'un de vos livres paru en 2009, Les Invités. Oui, Les Invités, oui. Alors, c'est un roman qui se passe en plein Paris, une soirée dans le 7e arrondissement, parce que c'était George Steiner, dont j'ai mis une phrase en épigraphe, qui disait quelque chose comme ça, oui, on est toujours, quand on va dans un autre pays pour y vivre, il ne faut pas oublier qu'on a un statut d'invité. Donc il faut adopter les lois du pays. Ce n'est pas pour autant qu'on va dissoudre sa propre identité. Mais je trouvais que cette réflexion était très juste, surtout aujourd'hui. En fait, ce qui est frappant, c'est que ce qu'on demande aujourd'hui en France à ceux qui viennent vivre en France et parfois devenir français, c'est-à-dire adopter des mœurs et surtout respecter des lois républicaines et des valeurs républicaines, puisque c'est la République qui fonde la France d'aujourd'hui, ça paraît extraordinaire et ça suscite des controverses terribles. Alors que dans les autres pays, c'est la moindre des choses. Mais même ça devrait être la moindre des choses pour tout le monde, et ça n'est pas le cas. Et donc là, il y a un vrai problème. Et ici en Suisse, justement, l'intégration se fait par l'automatisation des règles sociales, de vivre ensemble, c'est normal. La discrétion. Mais ça devrait être normal. Encore que la Suisse, c'est un pays particulier. Je ne parle pas seulement de la neutralité, mais comme vous le savez, parce que vous vivez en Suisse, on n'est pas patriote de la Confédération, on est patriote de son canton. Donc ça change un petit peu les choses, hein. Et c'est une organisation qui fonctionne très bien. Mais souvent, pour régler les problèmes européens, français, n'en parlons pas, il y a toujours quelqu'un pour dire, mais prenons exemple sur la Suisse. Je réponds toujours, mais la Suisse a une histoire que nous n'avons pas, a des habitudes, des mœurs que nous n'avons pas. Nous, il y a une histoire, on a coupé la tête au roi, quand même, hein, et à la reine. Il s'est passé des choses en France. On est comptable de ça quand on devient français. Et il ne faut pas imaginer qu'on peut plaquer un modèle qui a réussi à la Suisse, mais qui est très particulier et qui n'a pas vocation à... Même la démocratie à la française, qui est quand même assez large, ça n'a pas vocation à s'appliquer dans beaucoup de pays à l'étranger. Donc, encore moins, je trouve le modèle suisse, qui est remarquable, mais qui doit rester tel qu'il est, et en tout cas évoluer, bien sûr, mais ne pas chercher à... Je ne pense pas qu'il cherche à s'exporter. C'est intéressant cette idée d'identité politique propre à la terre, parce que ça ramène à la nation. Mais parce qu'il y a une histoire. On ne peut pas... on nous dit, voilà, le melting pot américain, c'est un modèle. Oui, mais c'est un modèle pour un pays qui est jeune, qui n'a même pas 2 siècles, faut à peine 2 siècles. Ça n'a rien à voir avec la France ou l'Angleterre, par exemple, ou l'Italie. Donc, il ne faut pas chercher à exporter, à copier et à plaquer des modèles. Je trouve ça... Au contraire, il faut chercher à améliorer un modèle national qui existe déjà en s'inspirant de ce qui se fait ailleurs, en prenant le meilleur. Mais c'est illusoire de plaquer comme ça des modèles étrangers, de les transplanter. Il n'y a pas de transplantation possible. Donc, justement, en parlant de ce sujet, je voudrais citer une des citations de ce livre Les Invités. Alors, je vous cite, « L'âme de la France, ça a toujours été ses étrangers. Ce sont eux qui la rappellent à sa grandeur, car ils l'aiment pour ça. Il faut toujours en faire plus que les Français pour espérer devenir pleinement français, sans se renier pour autant. C'est comme ça que ces étrangers tirent ce pays vers le haut. » C'est toujours vrai. Mais attention, il y a étrangers et étrangers. Je m'inscris en faux contre une idée très répandue, un lieu commun absurde, comme quoi la France est raciste. C'est faux. Pour moi, la France n'est pas raciste. Si on regarde son histoire, au XXe siècle, la France est le pays d'Europe qui a accueilli et intégré le plus d'étrangers.
italien, espagnol, etc. Donc, c'est pas vrai le racisme français. Bien sûr qu'il y a du racisme en France, évidemment, mais il y en a dans beaucoup de pays, larvé ou implicite ou explicite. Le problème de la France aujourd'hui, son problème, disons, sur le plan identitaire, est un problème qui n'est pas exclusivement français, il est européen. C'est de s'interroger, et déjà de s'interroger, aujourd'hui, c'est très dangereux. Mais c'est pas grave, on le fait quand même. Dans votre émission, on ne recule devant rien. S'interroger sur la compatibilité ou l'incompatibilité de l'islamisme, c'est-à-dire d'un islam politique, avec les lois de la République, en tout cas en France et dans d'autres pays aussi. C'est ça qui peut poser problème et qui, dans certaines régions, pose problème, à partir du moment où il y a un certain nombre, une certaine quantité de gens, par rapport à la population générale, qui veulent modifier les règles de ce qui est quand même un pays d'accueil. Même si certains sont nés dans ce pays, leurs parents n'y étaient pas nés, et ils ont conservé des traditions qui posent problème. Pour les Juifs, la question s'est posée au tout début de leur arrivée en France. Mais l'intégration s'est vite faite. Je dis bien intégration. Il y a aussi l'assimilation. Mais là, on ne parle pas d'assimilation, on parle d'intégration. C'est-à-dire se fondre dans le moule général, accepter et respecter ses lois, tout en restant soi-même. Si aujourd'hui, on peut s'enorgueillir d'être la patrie littéraire qui a accueilli Samuel Beckett, Eugène Ionesco, Émile Cioran, je vais vous en citer plein, vous allez voir, je ne les ai pas tous en tête, mais des gens de partout qui font, Milan Kundera, qui font la gloire du génie français aujourd'hui, c'est parce qu'on leur a dit, surtout restez vous-même. Et vous allez enrichir la langue, mais la culture française et l'imaginaire français en restant vous-même, tout en acceptant les lois de la France, ce qui est la moindre des choses. C'est intéressant parce que vous avez aussi cité des auteurs qui parlent de l'exil et qui ont trouvé les mots pour le dire, qui ont des récits sur l'altérité. Vous, c'est quoi vos mots favoris? Comment est-ce qu'on met ça dans le récit justement sans devenir politique? Mes mots favoris en général, je ne sais pas si j'ai des mots favoris. Je travaille avec les mots tous les jours, en permanence. Non. Si un jour vous me dites « Ah oui, vous avez tel et tel mot favori, je m'en suis aperçu en vous lisant », je m'empresserai de ne plus les utiliser. Parce que ça voudrait dire que je me répète et que j'ai des tics d'écriture. C'est sûrement vrai. Mais si jamais je sais lesquels, je vais les dénoncer tout de suite. Évidemment, ce que je voulais dire, c'est est-ce que l'identité s'écrit facilement? S'écrit facilement? Oui, elle s'écrit. Enfin, facilement, je ne suis pas sûr. Parce qu'il y a beaucoup de controverses. Il y a aujourd'hui beaucoup d'autocensure, beaucoup de prudence. Autocensure. Je ne parle pas de censure de l'extérieur, autocensure. Les gens n'osent pas. Et comme ils n'osent pas, face à des phénomènes qui sont aujourd'hui de vrais problèmes. Par exemple, la situation des Juifs en Europe, c'est un problème grave et qui concerne pas uniquement les Juifs, c'est ce que je me tue à dire à tout le monde. Si vous croyez que ça concerne que les Juifs et qu'il faut qu'ils règlent ça entre eux, c'est une grave erreur. Dans l'histoire, on a appris que chaque fois que les Juifs étaient menacés, c'était un avertissement pour tout le monde. Ce qui allait se passer après pour tout le monde. Donc, surtout, ne mettez pas cette question de côté. Non, il y a l'autocensure et il y a une capacité de déni par prudence qui fait que c'est très dangereux parce que quand on est dans le déni, eh ben, il y a un moment où ça saute. Les Pays-Bas qui se sont voulus le pays de la tolérance absolue, ils ont été dans le déni par rapport à tous les problèmes qu'on vient d'évoquer. Ben, à Amsterdam, ça leur a sauté à la figure. Et c'est pas glorieux. Maintenant, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne devait pas rester en l'état. Et donc, il n'y a pas que les Pays-Bas, l'Angleterre, la Belgique sont des pays. En France, ce sont des questions qu'on prend à bras le corps, mais il y a eu une capacité de déni énorme, notamment à l'école, l'éducation nationale. Pas de vague.
Chaque fois qu'il y avait un problème, pas de vague. On ne peut plus dire ça aujourd'hui. Je crois que c'est assez évident, évidemment, quand on regarde les réseaux, ne serait-ce que ça, la haine, la déferlante de haine. Et comme vous avez dit, les uns et puis après les autres, c'est une suite en chaîne parce que c'est un sentiment, complètement... je crois que je suis trop touchée par ça pour en parler vraiment. Mais oui, c'est un sentiment noir, donc qui est un défaut de morale. Je pense qu'on peut, on peut qualifier le comme problème, ça. c'est qu'on en revient toujours à l'éducation. C'est-à-dire qu'il faut prendre le problème au tout début, à l'école. Mais même la petite école, je ne parle pas de l'université, il faut passer par le point de départ. Moi, je fais souvent des conférences dans des lycées ou des collèges quand on me demande de parler de tel ou tel de mes livres. Parce que déjà, maintenant, je vois que les questions se posent dans la mesure où, à la maison, il y a des enfants qui entendent des choses qu'ils ne devraient pas entendre sur la situation, sur la guerre Israël-Palestine, etc. Et donc, à 9-10 ans, ils réagissent déjà. En fait, les choses se sont beaucoup rajeunies. Il y a des débats qui avaient lieu avant entre jeunes étudiants, qui ont eu lieu il y a quelques années entre lycéens, et maintenant ils ont lieu entre collégiens. C'est quand même... Collégiens, c'est... S'il y a un endroit qui devrait être à l'abri de tout ça, c'est le collège. Laissons-les grandir, laissons-les mûrir un peu avant de rentrer dans le bain politique avec toute la violence que ça suppose. On a le temps quand même. Puis on n'a pas l'esprit critique, évidemment, à cet âge-là. Bon, pour en revenir à la Suisse, je voudrais savoir si c'est en général des paysages ou en tout cas des lieux qui vous inspirent aussi. Ça m'inspire beaucoup, oui. Alors bon, la Suisse des villes aussi, mais la Suisse évidemment des montagnes. C'est celle que, surtout le Valais que je connais le mieux, mais pas uniquement. Enfin, j'aime toute la Suisse, partout. Ça signifie pas que je ne suis pas critique, qu'il n'y a pas des aspects qui me... Il y a une capacité parfois, une capacité d'ennui en Suisse qui est redoutable. En France, on ne peut pas s'ennuyer, à Paris en tout cas, parce qu'il y a une vie culturelle trépidante, il y a une frénésie. L'envers du décor, c'est que les gens sont nerveux, de plus en plus violents entre eux. Ils ont tous un casque sur la tête. Je me souviens l'année dernière, au Festival de Collonges, je prenais la parole dans un débat sur les aventuriers d'aujourd'hui. Alors les aventuriers. Et puis l'animatrice demande à chacun, alors chacun cite. Et puis elle me dit, et vous? Je dis, pour moi, les aventuriers d'aujourd'hui, c'est le piéton de Paris. Parce que le piéton de Paris prend des risques considérables. On risque de se faire écraser toute la journée, puisque personne ne respecte les règles, personnes. Il ne faut pas accabler les cyclistes, automobilistes, chacun fait ce qu'il veut, et c'est très difficile. Donc c'est ça l'aventurier. Donc c'est une boutade, mais à peine. À peine. C'est comme ça que les Suisses voient Paris, comme une mais ils ont raison. Ils ont raison, et ici en Suisse, on voit tout de suite les étrangers, ce sont ceux qui traversent n'importe comment et n'importe quand. Ceux qui ne tiennent pas la porte quand ils rentrent dans une boulangerie, au cas où quelqu'un serait derrière eux. Voilà. Mais alors, si vous voulez que je fasse des critiques, je peux en faire aussi sur les Suisses. Parce que par exemple, ça me frappe beaucoup, il y a un hiatus entre cette urbanité, cette politesse suisse, et le fait que dans les trains, que je prends beaucoup, en Suisse, les gens, tous les gens, téléphonent à voix haute et se fichent éperdument de leurs voisins. Alors qu'en France, non, il y a une règle, vous voulez téléphoner ou vous vous mettez sur la plateforme, vous vous isolez et vous téléphonez. Là, non. Et donc, ils vous obligent à écouter leur conversation et c'est insupportable. C'est les romans, ça. Non, je plaisante, bien sûr. Blague à part, moi, j'avais le commentaire que justement les gens mettaient leur sac. Ça, c'est très typique aussi. Ils mettent le sac dans le couloir. Voilà, ils bloquent la place à côté d'eux. Tout le monde trébuche. Il y a ça aussi. Mais non, le téléphone, ça m'a beaucoup frappé et ça me gêne beaucoup. J'ose pas les rabrouer parce qu'ils vont me dire, mais vous êtes français, alors de quoi vous vous mêlez? Bon,
Je pas trop. Mais ça me. Voilà, ça me gêne. Non, et puis c'est vrai qu'il y a un formalisme aussi en Suisse. C'est très formaliste, quoi. Il y a des règles, il faut vraiment les suivre. Ça manque de folie en Suisse. Mais en même temps, j'adore ce pays. Donc, mais évidemment, il y a toujours des aspects. Je vais donner un exemple que j'ai vécu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais bien sûr vous vous en souvenez, il y a plusieurs années, il y a eu le massacre de la rédaction de Charlie Hebdo à Paris par des terroristes islamistes. Il se trouve que le lendemain, c'était prévu de longue date, je devais partir pour faire un tournée des lycées dans le Valais, pour parler de la cliente. Donc je suis quand même parti. Et dans chaque étape, je crois que j'ai fait 5 ou 6 villes et 5 ou 6 lycées. Et dans chaque étape, à l'issue de la conférence, enfin de dialogue avec les élèves, très gentiment, les professeurs m'invitaient à déjeuner et on bavardait. Évidemment, vu ce qui s'était passé à Paris, on n'a parlé que de ça, du massacre de la rédaction de Charlie Hebdo. Et bien, alors ils m'ont interrogé, j'ai dit ce que je pensais. Alors ils étaient un peu embarrassés, un peu gênés. Bon, je leur disais à chacun, je leur disais, mais vous alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Et tous me disaient, mais non, mais vous comprenez, il faut comprendre, il ne faut pas blasphémer la religion de l'autre. Et je disais, d'abord, en France, le délit de blasphème n'existe pas. C'est un État laïque. Donc déjà, la question ne se pose pas sur cet aspect-là. Mais à supposer qu'il y a un pays où il y a un délit de blasphème, si ça vous plaît, si on n'est pas d'accord avec ce qui c'est des caricatures, on est vexé, on est humilié, on assassine les gens qui ont fait ça. Ça justifie. Non, bien sûr, ça justifie pas. Je dis, mais alors, on me dit, mais quand même, il faut être tolérant avec les idées des autres. Il faut s'interdire de critiquer la religion des autres. Ben, je dis non, en France, on critique, on fait des dessins satiriques, c'est une vieille tradition, on se moque. Et sachez une chose qu'ils ignoraient tous, la religion la plus insultée sur les unes de Charlie Hebdo, c'est le catholicisme. Absolument. C'est pas du tout l'islam. Donc, franchement, c'est leur ligne éditoriale. Ça fait partie de ce que j'appelle moi le formalisme suisse, une idéologie un peu trop bien pensante à mon goût, et que je trouve, voilà, en tant que Français, j'ai un peu de mal avec ça. Oui, c'est la médiation toujours un peu neutre. Pour en revenir au festival du livre de Collonges et en général... Excellent festival. Alisez tout. Il faut tous y aller fin mai, début juin, mi-juin. Pardon. Mais je publierai de toute manière les dates tous les ans, je le fais. Moi, ce que je voulais avoir, c'était votre avis aussi sur la scène littéraire francophone en Suisse. Bien sûr, Joël Dicker est très vendu. Alors lui, il s'est bien exporté, n'est-ce pas ? Metin Arditi aussi, voilà, qui font partie de ceux qui sont très connus. Des Suisses en France, vous voulez dire des écrivains suisses en France ? En général, les écrivains dont l'œuvre vous intéresse. En Suisse, j'ai l'impression, bon, c'est pas à moi de le dire, c'est plutôt à vous, mais j'ai l'impression que ils sont partagés avec le public français en France, c'est à peu près les mêmes. De même que pour les humoristes suisses, ils vont en France pour se faire connaître et ils reviennent après. Mais moi, je fais pas la différence, si vous voulez. J'en parlais tout à l'heure avec Louis-Philippe d'Alembert, qui est donc en résidence pendant ce semestre à l'école fédérale polytechnique à Zurich. Et lui et moi, on était d'accord sur le fait que la francophonie, c'est un ghetto. Mettre des auteurs comme lui, parce qu'il est haïtien d'origine, en tant qu'auteur francophone, qui serait publié par une maison d'édition francophone, dans une collection francophone, c'est le ghettoiser. Et Joël Dicker n'est pas un écrivain suisse, c'est un écrivain de langue française. La vraie patrie d'un écrivain, c'est sa langue. Metin Arditi est d'origine turque, il a vécu la plupart de sa vie en Suisse. C'est pas le problème. Il est écrivain de langue française. C'est comme ça qu'on le définit. Et moi, j'en sortirai pas. C'est important de savoir les origines, le terreau sur lequel ça s'est fait, etc. Bien sûr, pour voir comment il va irriguer la culture suisse, c'est important de savoir beaucoup de choses sur tel ou tel de ses auteurs. Mais ce qui compte, c'est sa langue.
Absolument. Et ce que je retiens aussi de discours que vous avez porté avant, c'est cette liberté, en fait, de ne pas être essentialisé, mais surtout trouver encore dans l'art un refuge, la place pour les idées, pour ne pas craindre l'expression de ce qu'on a au fond de soi. Bien sûr, on en revient à l'essentiel, c'est les valeurs. Mais sans jamais renoncer à ce qui nous a fabriqués, quoi. Moi, je ne vais pas... Je suis né au Maroc, j'ai vécu au Maroc toute ma jeunesse et mon enfance. Et puis après, j'ai vécu à Paris, où je vis depuis un peu plus de 50 ans. C'est fondamental. C'est ça que je suis issu de ça. Après, j'en ai fait quelque chose à ma façon et je continue. Ce que je veux dire, le plus important pour moi, c'est que une identité, ce n'est pas figé. On n'a pas une identité à vie. L'identité, c'est quelque chose de mouvant. Et c'est quelque chose qui s'enrichit, qui se métamorphose. Et puis surtout, ce n'est pas un bloc qui vous tombe dessus. Quand vous dites « je suis français », oui, je suis français. Mais ce n'est pas juste un bloc de francitude qui m'est tombé dessus. Non, en tant que Français, je suis français, mais j'ai une part de Maroc en moi, et même une part d'islam et d'arabité. Je suis profondément européen, je me sens espagnol car séfarade. Il y a de tout ça. Ça fait beaucoup. Mais ça se fond pour fabriquer une identité qui est un melting pot. C'est un mix, c'est hybride. Et puis ça s'est fabriqué au fil du temps. Il y a 50 ans, je n'étais pas comme ça. Et ça se fabrique aussi avec des choix. Des choix ? Des élections. Oui, parce que ce qui est gênant dans l'identité, c'est que quand c'est l'autre en face qui en parle pour vous, c'est une injonction. Vous êtes ceci, vous êtes cela. Non, c'est à moi de décider qui je suis. C'est pas à vous. C'est pour ça qu'il faut pas accepter d'être essentialisé. Moi, il arrive très souvent dans des débats, je m'aperçois qu'on me parle en tant que juif. Je leur dis non, attendez, je suis juif, il n'y a aucun problème avec ça, mais qu'est-ce qui vous permet de me réduire à cette qualité ? J'en ai d'autres, des qualités d'origine, enfin tout le melting pot que j'ai évoqué. Donc c'est un tout. Ou alors me parler comme si j'étais exclusivement français. Je ne suis pas que ça. Et donc, vous ne représentez pas ces groupes, effectivement. Non, mais c'est à chacun de dire ce qu'il est, ce qu'il ressent être au moment T, au moment où on lui parle. En sachant bien que peut-être 10 ans plus tard, les choses auront évolué dans un sens ou un autre. Donc c'est ça le plus gênant dans le débat sur l'identité. La première chose, c'est que quand on parle d'identité, déjà, vous passez pour un réactionnaire ou d'extrême droite. Déjà, c'est comme si ça voulait dire nationaliste. Non, l'identité, c'est pas une quête nationaliste, c'est une quête intérieure de ce qu'on est, de vécu. Oui, évidemment, c'est aussi de la mémoire, de l'héritage, du patrimoine et ce qu'on en fait. Absolument. Merci beaucoup, Pierre Assouline. Merci à vous. Merci pour cet échange. Je suis ravie, j'en sors enrichie. J'espère que ça vous plaira aussi, que ça vous parlera. N'hésitez pas à commenter, évidemment, à nous donner vos retours. Et très bonne journée. Merci pour votre écoute et surtout n'hésitez pas à poursuivre les échanges à travers les différentes plateformes. On vous invite également à repartager largement tout ce que l'on fait avec Franzine, à vous abonner, liker, laisser des étoiles pour ne rien manquer des prochains épisodes. De nos rencontres à vos oreilles, Franzine, votre média suisse. Alles Gute! Tout de bon!